Du principe, si je comprends bien, l'intestin grêle joue un rôle fondamental dans la digestion. Puis quand ça bloque, là, que ça prend trop de mauvais, trop de toxines, ça s'en va partout dans l'organisme et c'est ça qui amène la douleur ou le malfonctionnement. En fait, disons, l'intestin, vous avez la base. L'intestin grêle, c'est la clé du problème. Maintenant, l'intestin grêle, qu'est-ce qui fait qui va être abîmé, c'est quand nos enzymes sont incapables de digérer en molécules suffisamment petites les aliments. Et c'est le cas des produits laitiers animaux et des céréales. Alors, les molécules de nourriture restent vraiment trop grandes et s'accumulent dans l'intestin. Et à la longue, ça va amener des déséquilibres de la flore intestinale normale. Et là, des bactéries pathogènes vont rentrer là-dedans, vont se développer, vont attaquer la muqueuse intestinale. Et là, il va y avoir des bris. Et les grosses molécules qui sont mal digérées, que ce soit des grosses molécules bactériennes ou de nourriture, vont traverser dans le sang, dans le liquide lymphatique et s'en aller dans les tissus. Et donc, les toxines, les cochonneries, là, ils passent à travers les parois de l'intestin, ils rentrent dans la paroi, puis ils s'en vont ailleurs dans la... Ça se retrouve là, dans nos doigts, là, puis ça fait des bosses, puis tout ça. Puis il y a un point qui est très important. Selon nos fragilités génétiques, on va développer telle maladie. Par exemple, une personne va développer l'arthrose, l'autre de l'eczéma, l'autre de la sclérose en plaques. Alors, selon nos fragilités génétiques, ces déchets-là vont entraîner une maladie précise. Et c'est un peu comme le disait le docteur Béliveau, lui, en ce qui concerne le cancer, ça vient du fait que notre alimentation est industrielle et correspond à un mode de vie qui n'existe pas, dans le fond, parce qu'on était des chasseurs-cueilleurs, et là, on a changé de façon de s'alimenter, et vous dites, on a fait des tests sur des groupes cibles. Quand ils se nourrissent comme nos ancêtres se nourrissaient, ils n'ont pas le cas de ce genre de douleur-là. Exactement. En fait, là, le point qui est très important, c'est que l'évolution de l'homme, là, a passé par des millions d'années. Par exemple, il y a 6 millions d'années, on était aux hominidés. Il y a 200 000 ans, Homo sapiens est apparu. Et il est démontré que nos gènes à nous, là, présentement, sont identiques aux gènes de Homo sapiens. Et l'agriculture est apparue il y a seulement 10 000 ans. Donc, il n'y avait pas de pizza congelée, là, l'Homo sapiens. Non, puis nos enzymes, l'évolution a fait que nos enzymes ne sont pas préparés à digérer des céréales qui n'existaient pas il y a 200 000 ans. Parce qu'il y a eu une mutation des céréales en plus. En plus. Mais disons que ça, c'était l'hypothèse du docteur Seignalais. Il voyait les mutations comme étant très importantes. Mais finalement, en 2002, une chercheuse suédoise a découvert que dans les céréales, il y a de grandes quantités d'un enzyme, d'un acide aminé qui s'appelle asparagine. Et cet acide aminé-là, quand il est chauffé en présence de sucre, des amidons, des céréales, les patates aussi, les pommes de terre, eh bien, il forme de l'acrylamide. C'est l'acrylamide est une sorte de glycotoxine, mais c'est la plus toxique. Donc, c'est du poison, ça. Oui. L'acrylamide, à la longue, disons, c'est des petites quantités. Alors, c'est sûr que l'empoisonnement, c'est pas immédiat, mais à la longue... Mais quand on mange pendant 10, 15, 20 ans des choses qu'on n'aurait pas mangées, ça fait de la crasse, puis la crasse s'épaissit, puis c'est ce que ça donne. L'acrylamide, là, ça attaque en premier lieu le système nerveux. Alors, les cas d'Alzheimer qui montent en flèche continuellement, c'est pas juste parce que les gens vivent plus longtemps, parce que si on analyse, par exemple, durant les années 60 et avant, les gens qui vivaient quand même 50, 60, 70, 80, il y en avait. Et l'Alzheimer était, au point de vue proportion, n'était vraiment pas aussi répandu. Vous dites que ça a des effets sur le système nerveux, donc sur la douleur. Et bon, tout le monde veut savoir comment, je sais, mais moi, je savais que j'allais vous faire attendre la pause. C'est comme ça que je vais vous garder. Au retour, je vais vous expliquer comment on fait, c'est quoi l'essentiel de cette façon de penser, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut privilégier dans 3 minutes.
Avec moi, Mme Jacqueline Lagacé qui a écrit « Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation ». Donc, vous n'avez plus de douleur, puis moi, j'en ai un tas, puis je vais le suivre, votre régime. Et je vous invite là, puis je vais vous réinviter. J'ai l'intention, parce que ça se suit mal, le régime, quand on travaille, le restaurant, etc. Cet été, je vais le suivre, puis je vous réinvite au mois de septembre pour voir si ça marche. Alors, la première chose à éviter, et moi, j'en mange vraiment un tas, c'est les céréales. Toutes les céréales. Le pain de blé entier, il faut éviter ça. Je mange que ça, puis j'en mange 10 ou 11 Le pain de blé par entier, jour. c'est pire que le pain blanc. Pire. Et je peux vous dire pourquoi. Ah, on pense que, tu sais, au début, on essaye de s'habituer à ce pain-là, on l'aime pas, puis vous nous dites que c'est pire. Oui, je peux vous dire pourquoi. Parce que l'asparagine dont je vous parlais tout à l'heure, qui, en s'unissant avec les sucres lors de la cuisson, eh bien, elle est présente surtout dans l'enveloppe des grains. Donc, les grains entiers, c'est quoi? C'est garder l'enveloppe dans les pains. Donc, les pains de 7 grains puis les pains complets, puis on a l'impression de pains manger complets, santé. c'est ça. Là, pour quelqu'un qui a mal, là, exactement, c'est vraiment à bannir. C'est le pire. Il est mieux. Disons que si, tant qu'à manger du pain, je ne lui conseille pas de manger quand même du pain blanc parce qu'il reste quand même des protéines qui sont nocives. Là. Mais la pire chose, c'est de manger... C'est mieux du pain blanc. Oui. Mais c'est préférable, par exemple, de manger du pain de riz. OK, du pain de riz, c'est quoi ça? Bon, le pain de riz, bien, pourquoi ce qui est recommandé, c'est parce que le pain de riz, le riz ne possède que très, très peu d'asparagine. Donc, le riz, là, c'est une céréale? C'est une céréale. Mais oui. pas dommageable. Pas dommageable. Alors que les autres, j'ai lu que le seigle, enfin... le seigle est encore pire que le blé. Donc, toutes les céréales, c'est à éviter. À l'exception... On peut plus manger de pain, dans le fond, là. Oui, vous pouvez manger. Le pain de riz brun est très nourrissant. Puis, moi, en tout cas, personnellement, je le trouve très bon au goût. Je peux vous dire, quand j'ai commencé, j'avais juste découvert le pain de riz brun sous vide, là. Et ça, je peux vous dire, c'était vraiment pas bon. Okay. Mais le pain que je mange, le glutino ou el peto, là, c'est un pain congelé. Et moi, mon mari aussi, on le trouve délicieux. Okay, vous êtes habitué, il y a moyen. Donc, tout ce qu'il y a de manger des cornflakes, des choses du genre, c'est mauvais. C'est tout du blé, des céréales. Tout ce qui a de la farine enrichie dedans, il ne faut pas... En fait, il reste juste le blé, le riz, le sarrasin, les graines de sésame et les céréales aussi, qui ne sont pas vraiment des céréales, le quinoa, qui est très, très bon puis très nourrissant, puis le millet. Mais si on mange, tu sais, on fait des plats, je sais pas, moi, des gâteaux, n'importe quoi, il y a toujours de la farine, quelque chose, on ne peut plus manger ça? Des farines de riz. Ah, il y a des farines de riz? Oui, il y a des farines de riz brun. Et maintenant, il y a des nouveaux livres de recettes qui sont sortis au cours, là, vraiment, des dernières années. Et il y a des recettes de pain. Puis, je peux vous dire, malheureusement, là, je n'ai pas dans la mémoire le nom du livre, mais je fais présentement une recette de pain au riz brun qui est délicieuse. OK. Mais vous dites que ça existe déjà au supermarché. Vous m'avez dit tantôt qu'il y en a chez Loblaw, justement. Parce que je ne commencerai pas à faire mon pain, là, quand même. Donc, toutes les céréales. Et ça, c'est fondamental. L'autre affaire, produits laitiers à proscrire. Ça, ça irrite, ça fait produire beaucoup de toxines. C'est la même chose. C'est toujours, il y a 10 000 ans, on a commencé, les humains ont commencé à faire de l'agriculture et de garder des animaux et de se nourrir aussi de leur lait. Mais, comme je vous disais, nos gènes, ils sont encore comme les gens, les premiers Homo sapiens. Et les enzymes de ces hommes-là, qui ne buvaient que le lait de leur mère, sont incapables de digérer parfaitement les protéines et souvent aussi le sucre contenu dans le lait. Donc, produits laitiers, ça veut dire le lait, le yogourt, la crème, le beurre? Tout. Oui, tous les aliments qui ont des produits laitiers. Pourtant, vous parlez de probiotiques, parce que tout ça vient de l'intestin, on l'a dit tantôt, l'intestin grêle, puis vous dites que c'est important de protéger la flore intestinale, puis vous dites que les produits probiotiques, c'est bon. Je vais vous dire... Les yogourts probiotiques? Disons que... Les yogourts, c'est pas bon. Un instant. Le Bioca, par exemple. Vous pouvez avoir du Bioca qui est fait dans le soya. Vous pouvez avoir le Bioca, le meilleur, qui est en capsule entérosoluble. Et c'est le Bioca à recommander parce que les recherches les plus, convaincantes ont été faites avec l'utilisation de ces capsules-là entérosolubles. Alors, il n'y a pas de produits laitiers là-dedans. Donc, il n'y a pas de produits laitiers. Oui. L'autre